L'intelligence du vivant, c'est que notre corps, lui, a toujours raison et il donne les informations que nous, on n'est pas capable de donner, c'est-à-dire de mettre des mots sur nos mots, de façon à pouvoir passer de la pathologie ou du mal-être au bien-être. Et dans la vie, on est acteur de tout ça, sauf qu'on ne le sait pas. Et comme vous allez voir, la conscience cellulaire, elle est au cœur de notre humanité, c'est-à-dire que notre humanité, elle apparaît dans chacune de nos cellules. Et ça, c'est important, c'est le programme de la vie. Et là, c'est vrai. Alors, pour revenir au programme de la vie, tout a démarré au début, au Big Bang ou avant le Big Bang, et de la conscience du vivant, de l'âme universelle, de cet espace vide où il y a un ordre absolu, non-objet, amour inexprimé, tout de ce vide est né à partir d'une intention, le vide quantique, qui contient toutes plein d'informations, mais non densifiées. Et c'est à partir d'une information qui ont été transmises par une intention, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui a mis l'intention, mais la matière que nous sommes aujourd'hui et que nous avons, que tout ce qui nous entoure est matière, c'est-à-dire matière condensée, organisée dans une énergie, une forme énergie, un objet, toute cette matière-là, elle est née d'abord d'une intention de faire un objet. Et cette forme, cette information, c'est une onde. Et en fin de compte, au fur et à mesure des différents niveaux de la manifestation de quel que soit l'objet, eh bien, il y a d'abord l'onde, c'est-à-dire l'information. Au fur et à mesure qu'il va y avoir des ondes, il va y avoir interférence d'ondes. Et les interférences d'ondes vont créer les objets, d'abord microscopiques, nanoscopiques, puis ensuite on formait les atomes, puis ensuite on formait les molécules. Et a entraîné que toutes ces molécules ont fait des macromolécules, ont fait des systèmes, et tout ceci a donné lieu à différents qu'on appelle règnes, que l'on va voir, le règne du vivant, bien sûr, le végétal, animal, et la matière solide. Et donc, si on regarde de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, quand on part de l'onde, quand on part de l'onde ici, là, le démarrage de l'information, on ne la voit pas, l'information. Ce que l'on va voir, c'est la manifestation de l'information. Ça, c'est fondamental. Et l'information, elle va être piégée dans la matière elle-même. Donc, chaque matière contient énormément d'informations qui vont parler d'elles-mêmes et qui vont lui donner des propriétés. Et donc, il y a une augmentation de l'ordre depuis le passage de l'intention, de l'onde, de l'information, il y a une augmentation de l'ordre. Et on va vers des ordres de plus en plus grands. Et donc, il y a l'apparition des quatre règnes. Alors, quand on voit l'apparition des quatre règnes, on voit que au cœur de tout l'univers, au cœur, c'est la conscience de la vie, c'est la conscience, et c'est l'amour et l'unité. C'est-à-dire de cette unité de conscience pure au démarrage vers la création, et la création, c'est l'esprit de la matière qui s'est incarné dans la création. Donc c'est un esprit au démarrage qui a créé quelque chose. Eh bien, tout au cœur de la création, toute manifestation participe à la vie de l'ensemble. Et on a eu l'apparition de tous les règnes. Et le règne le plus ancien, c'est la matière minérale, qui, elle, porte en elle la mémoire d'organisation. Et ça, c'est fabuleux. C'est l'ordre le plus élevé d'organisation minérale, hein, et qui donne des informations de haute fréquence et dont on va utiliser pour se guérir, pour se soigner avec des minéraux. Bon. Donc la matière minérale, eh bien cette matière minérale, c'est le premier règne qui est apparu. Ensuite, il y a eu le règne le monde des plantes. Alors, les plantes, toute la végétation. Et en fin de compte, c'est le monde, les plantes, et alors avec elles transportent toutes les informations d'organisation et d'entraide et de coopération au grand tout. C'est-à-dire que ces différents règnes sont en unité avec le vivant, avec le tout vivant. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Les animaux. Les animaux, c'est le règne des animaux.
vous verrez qu'on en fait partie, mais le monde Et les animaux ne sont qu'amour et conscience de vie. Et on peut le voir à travers notre relation aux animaux. C'est l'amour pur, les animaux, d'accord? Et ils sont même là aussi pour nous guérir. Et souvent, ils prennent les maladies des maîtres, pour ceux qui sont domestiqués à la maison. C'est assez impressionnant. Donc, le règne des plantes et le règne des animaux, ce sont des règnes ils sont restés dans l'unité avec le grand tout. Et, et en fait, ils répondent à la vie. Être dans l'unité, c'est répondre à la vie. En fonction de ce qui se passe, être toujours dans la vie et dans le vivant. Et là, on va retrouver maintenant l'homme, l'humain. L'humain, lui, il a été doté du libre arbitre et donc de la dualité. Il est sorti de l'unité. À partir du moment où on est sorti du ventre de la mère, pardon, on sort de l'unité pour aller vers la dualité. Mais la dualité est là pour nous permettre de nous voir mieux. C'est pour ça qu'on va construire un personnage pour nous voir. Si on n'a pas une dualité, on ne peut pas se voir. Après, on va se voir à travers les autres. Mais nous, par rapport à nous, eh bien, c'est notre dualité qui va nous permettre de nous voir autrement et de voir les aspects différents de nous-mêmes. Avec le libre arbitre. Et alors là, la différence entre les hommes qui sont des animaux particuliers avec les animaux, eh bien, c'est le libre arbitre et la conscience de soi. Un animal, il n'a pas la conscience de soi ou l'image de soi. Il a la conscience, bien sûr, hein, bien sûr. Ils sont tous de la conscience. Et vous allez voir pourquoi. Mais l'humain, lui, eh bien, il a la conscience de soi, de lui, mais le problème, c'est que l'humain, il est pris dans qu'on appelle la prise en main de son pouvoir de prédateur. L'homme va être rapidement le prédateur. Il va vouloir tout posséder, tout dominer, au service de l'ego, du personnage qu'il a construit, que la société a bien construit, avec un mental qui permet d'aller au bout d'un asservissement pas possible. Et nous sommes là-dedans aujourd'hui. Nous sommes dans un asservissement que la société nous a mis dedans à travers des petits avantages, entre parenthèses, qui nous font du bien, qui nous font plaisir, mais nous sommes asservis. Nous sommes même esclaves de ce que la société a mis à notre disposition. On est devenu esclave et on ne peut plus se passer de tout ça maintenant. Donc, quand on ne peut plus se passer de tout ça pour vivre, eh bien, on va accepter et on va vendre son âme parce qu'on ne peut pas faire autrement maintenant. C'est-à-dire que l'homme, il est sorti de son unité et il peut aller jusqu'à perdre son âme, son identité. Il est coupé de son esprit divin dans lequel il s'est incarné et de l'amour de lui-même déjà. Et c'est bien là le problème, et l'amour des autres aussi. Donc, quand on voit ces différents règnes qui doivent participer à la manifestation de l'ensemble de la vie, l'homme est à part, puisque c'est un prédateur d'abord, malheureusement, et que voilà. Et on est au summum du prédateur. Quand on regarde ce qui se passe, on est au summum du prédateur. On maîtrise tout, on veut tout maîtriser pour tout le monde, et nous sommes que là, des esclaves, des pions. Jusqu'à un certain point, bien sûr. À quel moment on se rend compte qu'on est dans un asservissement et qu'on retourne vers notre identité? Ça, c'est fondamental. Pour ne pas perdre notre âme, garder notre intégrité et notre santé et notre cohérence interne, il n'y a pas le choix en fait. Il faut retourner à soi. Pas le faire, mais le être. Et c'est la grosse différence et le gros problème actuel, c'est qu'on est poussé, malgré nous, à aller à la recherche de notre identité. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on va faire ce que l'on veut de nous? Qui sommes-nous pour... Voilà. Et donc, c'est vachement important puisque à partir du moment où on sait qui on est et on sait quelle est notre action à mener pour nous, être en lien avec le divin, en notre être supérieur, eh bien, on est en bonne santé quand c'est comme ça. Et quand on est asservi à ce que les autres imposent. Aujourd'hui, on fait peur et on fait peur et ça marche très bien. Comme on a peur, on va arriver à faire ce qu'ils veulent. Et on en est là aujourd'hui. Ah, je le doutais là, désolé, il y a le téléphone. Bon, j'ai oublié de le couper là-bas. C'est pas grave. Donc, on était asservi à ça. Et donc, se couper de l'asservissement, c'est mettre vraiment en jeu notre libre arbitre.
On a le choix de dire oui à nous et non aux autres, fondamentalement. Alors maintenant, la suivante. Ça va finir par passer, hein. 2 secondes. Pourquoi ça passe pas la suivante? Voilà, il faut cliquer. Donc, si vous voulez, quand on regarde tout ça, les propriétés de la matière, alors que toutes les matières qui existent, dont on fait partie, nous sommes de la matière vivante et pensante, normalement pensante, d'accord? Donc, les propriétés de la matière correspondent à l'esprit de la matière qu'il faut aller sonder à l'échelle infiniment petite. Alors, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas tout ça. Notre esprit se voit à travers ce que l'on va faire, d'accord? Moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai étudié depuis 40 ans, c'est que les lois qui gouvernent le comportement de la matière solide ou de la matière, vivante, cellulaire, etc., s'appliquent aussi à l'esprit. C'est-à-dire que nos transformations constantes révèlent notre esprit. Et vous allez voir que dans les cellules, il y a des transformations constantes. Sans transformation, il n'y a pas de vie. Si on ne se transforme pas, si on ne bouge pas, ça s'appelle la mort. Vous verrez que dans le vivant, si ça ne bouge plus, c'est la mort. C'est-à-dire que si on reste dans une structure que l'on ne veut pas changer, ça s'appelle une cellule va partir en mort cellulaire parce que ce n'est pas viable. La vie, c'est la dynamique. Donc on est qui on est, mais on ne sait même pas qui on est. Et c'est ça aujourd'hui qui est important. Tout notre chemin est de devenir qui on est. Alors évidemment, c'est un travail de conscience. Tout ceci est un travail de conscience. Et la conscience, elle prend corps dans notre chair. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à passer mes diapos régulièrement. Attendez une seconde, peut-être que c'est ça. Voilà, c'est bon. Alors, donc les lois qui gouvernent la matière solide, eh bien, il y a les lois. Les propriétés macroscopiques sont reliées aux propriétés microscopiques. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est valable pour la matière solide et c'est valable aussi pour nous-mêmes, d'accord? Les propriétés physiques et chimiques dépendent de la structure et de l'organisation. Donc, pour une structure donnée, on a des propriétés particulières et que si on doit changer en fonction de l'environnement des structures, il y aura des propriétés qui vont changer. Dans la matière solide, hein, on va passer à la matière ensuite, ensuite, la structure dépend des conditions de croissance, de l'origine et de son histoire. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai étudié les matériaux et j'ai étudié toutes les étapes, depuis le démarrage des matières premières de céramique, par exemple, jusqu'à la fin d'avoir des céramiques supraconductrices. J'ai étudié toutes les étapes. Et à toutes les étapes, j'ai fait des stop images pour savoir quelle était la structure et quelles étaient les propriétés. Donc, dans la matière solide, on peut étudier tout ça de façon quantitative et comprendre la nature de la structure, les modes de croissance et comment la croissance et l'origine va agir sur la structure et les propriétés. Et aussi, les défauts de structure sont formés, alors dans les matériaux, ce que vous voyez, on va voir les minéraux, c'est parfait, c'est très beau. Macroscopiquement, c'est parfait. Mais vous allez voir que c'est microscopiquement que la structure, elle va avoir des petits défauts. Et les défauts dans la structure sont formés pour minimiser l'énergie interne et pour maintenir une cohérence. Donc, dans le vivant, ce qui est important, c'est quelles que soient les transformations de la structure, il y a une minimisation d'énergie qui est fondamentale et un maintien de la cohérence interne. Ça, c'est fondamental. Quand on va l'appliquer à l'humain, vous allez voir, c'est pareil et qu'il va falloir le maintenir. Quand on passe aux lois du vivant, alors les lois du vivant, les structures biologiques sont dynamiques en milieu aqueux et en constant remodelage. Ça veut dire que dans notre corps, on a des milliards de cellules. Eh bien, à l'intérieur de nos cellules, c'est constamment de la dynamique, c'est-à-dire en mouvement tout le temps. Si on veut arrêter la vie, on arrête la dynamique. Et c'est ce qu'on fait quand on veut préparer des cellules au microscope. On met des produits chimiques pour les figer. Et à ce moment-là, ça devient un polymère, comme un polymère, et on peut s'en occuper pour regarder au microscope. Mais on a arrêté la vie, parce qu'une cellule vivante, c'est toujours dynamique. Ça bouge tout le temps. Si ça bouge plus, c'est mort. C'est très intéressant. Moi, j'ai toujours fait le parallèle en étant dans le vivant, au vivant et à mon vivant à moi et à mon comportement par rapport aux lois du vivant. Et ça m'a apporté énormément de choses. Donc, les propriétés de l'humain dépendent des conditions de son origine, son environnement et son histoire.
je le vois bien en tant que thérapeute, comment l'effet de notre croissance dans le ventre de notre mère depuis le démarrage, alors on est à un jour ou même à 2 heures de la fécondation, tout ce qui peut se passer comme information est engrammé et ça va ressortir un peu plus tard lors de problèmes ou de chocs émotionnels. Donc la vie et l'émotion, dès qu'il y a des émotions, il y a des informations qui sont engrammées et notre corps et nos cellules, grâce à la mémoire cellulaire, elles conservent toute l'information. Le corps ne ment jamais. Tout ce qu'on a vécu est inscrit dans nos cellules, dans l'ADN. Les fonctions biologiques dépendent de la structure et de l'environnement. Et là, c'est tout ça, c'est tout l'effet de l'épigénétique. C'est-à-dire comment l'environnement va modifier notre ADN, va modifier la structure de nos molécules, de notre ADN, et donc non seulement à l'intérieur d'une cellule, mais bien sûr macroscopiquement. Parce que dans le vivant, à l'intérieur des vivants, les lois qui régissent le vivant, c'est la physique quantique. C'est-à-dire que dans la physique quantique, eh bien, contrairement à la physique classique, où tout est déterminé, on ne peut rien déterminer dans le vivant. Parce que c'est les lois de physique quantique, c'est-à-dire c'est les lois du chaos. C'est-à-dire que rien n'est prévisionnel. Mais tout est prévu pour que la vie soit maintenue. Et il y a plein de choses qui s'y passent pour que la vie soit maintenue. Mais on ne maîtrise pas, d'accord? Mais les informations qui rentrent, eh ben, elles sont rentrées. Et ça fait leur chemin. Donc voilà, les lois du vivant répondent à la préservation de la vie de l'espèce dans son environnement. Et alors oui, tout est fait pour que on reste la préservation de notre espèce, donc la préservation de notre vie, de notre être. Tout va dans le sens. Et que si on ne peut pas aller dans ce sens-là, on va mettre en place des stratégies de survie. Alors, il y a des stratégies de survie à l'échelle moléculaire dans les cellules, et nous avons des stratégies macroscopiques que l'on met en place de façon microscopique, bien sûr, et qui vont agir sur notre environnement et sur notre comportement. Le comportement que l'on a est la résultante de toute notre mise en place de stratégies de survie qui se sont engrammées dans l'information de l'ADN et que quand on les a engrammées dans l'ADN, eh bien, ça reste. Donc après, il faut aller les voir si c'est bien, s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème, on peut vivre avec ça ou alors libérer les mémoires. Alors, donc, si on regarde ça, eh bien, ce petit tableau-là, eh bien, toute matière, quelle qu'elle soit minérale, organique, végétale, eh bien, elle a une origine, une histoire. Elle a été faite dans des temps, elle a un environnement, elle a toute une histoire. Et toute cette histoire va lui conférer des propriétés physiques, avec des fonctions biologiques, quand ça va être le vivant, et une structure. Et tout ceci va donner la propriété de la matière. Et donc, la matière est porteuse d'informations, comme je vous ai dit. Et nous, la microscopie, le cadeau que j'ai eu de la microscopie, c'est qu'elle nous permet d'aller voir au cœur des mécanismes infiniment petits. Et dans ces mécanismes infiniment petits de la microscopie, tout est relié à l'infiniment grand. On est constamment infiniment petit, infiniment grand. Moi, j'ai fait ce pas systématiquement, puisque c'est la réalité finalement. Donc la matière, elle peut être dans tous ses états possibles, mais donc l'évolution et le comportement de cette matière, eh bien, il va dépendre de son origine, de sa structure, des interactions avec son environnement, des fonctions technologiques ou biologiques en fonction de ce que soit des matériaux ou biologie, et ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques. Donc on a ce petit triangle résume que toutes les interactions possibles. Et effectivement, si on joue sur l'un des pôles, c'est l'ensemble qui va changer. D'accord? Si on change une partie de l'origine, des conditions à l'origine, eh bien l'ensemble va changer. Donc nous, en matériaux, on allait quantifier tout ça, c'était très intéressant. Mais nous, pour aller quantifier, on ne va pas quantifier. C'est compliqué dans le vivant. On peut voir que simplement, si on est en bonne santé, on bouge, ou si où il y a des problèmes de santé. Et malheureusement, ce sont les problèmes de santé qui nous font bouger. Parce que c'est vrai qu'on ne bouge pas. Si tout va bien, on ne bouge pas, on n'évolue pas. Donc, c'est bien. Merci qu'on appelle au chaos ponctuel qui nous arrive. C'est grâce au chaos qu'on va naître et renaître à soi. Et ça, de façon d'abord inconsciente et ensuite consciente. Alors, les minéraux, vous voyez comme ils sont beaux, là, c'est la beauté. Donc, c'est la beauté de toute la création. Toutes ces formes,
elles contiennent une beauté pas possible, mais cette beauté renferme des structures microscopiques qui leur confèrent des propriétés. Et vous voyez, tous ces minéraux, là, c'est beau, là, cubique, ça c'est octaédrique, ça c'est cubique, ça c'est hexagonal, rhomboédrique et tétragonal, peu importe. Mais qu'est-ce que ça dit, ces choses-là? C'est que les cristaux, quand ils poussent, depuis le démarrage, ça met des millions d'années, hein, des fois, des milliers d'années en tous les cas, et à des températures élevées, etc. Ça pousse dans des conditions tout à fait lentes pour pouvoir faire des facettes pareilles. Vous voyez, quand vous voyez une facette pareille, comme ici, tout brillant, eh bien ici, c'est une face atomique. À l'échelle atomique, c'est la même face. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est comme ici, s'il y a une face avec des atomes de chlore et de sodium, par exemple, eh ben, c'est une face atomique à l'échelle macroscopique et elle correspond à l'échelle microscopique. Mais quand il y a plein de cristaux qui poussent ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des gerbes. Ça fait soit des gerbes comme ça, soit des gerbes comme ça, soit des gerbes comme ça, soit de cristaux. C'est-à-dire que l'environnement qui a contraint ces cristaux pendant leur croissance, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, les cristaux? Ils vont pousser en respectant les paramètres de leur structure et ils vont s'accommoder pour maintenir l'énergie interne et leur cohérence interne. Et ils vont faire des points communs, des faces communes, des côtés communs avec l'autre. Mais entre les deux, à l'intérieur, c'est impeccable. Donc la structure est maintenue. Donc ça, c'est vachement important. Parce que l'environnement les a contraints à laisser pousser qu'une seule face ou deux faces. Et quand ils ne sont pas contraints par l'environnement, eh ben, on voit toutes les faces. Vous voyez, ce bicristal-là, on voit qu'ils ont poussé d'abord ensemble et chacun s'est différencié lors de la croissance, a poussé séparément. C'est beau ça, c'est très beau. Donc, et ça veut dire qu'à l'interface entre ces deux cristaux-là, eh bien, c'est l'interface, c'est un plan atomique qui est commun aux deux faces. Donc, ils s'organisent pour être ensemble, avoir une cohérence et continuer à pousser en même temps. C'est vraiment. Donc, les cristaux montrent qu'ils s'accommodent constamment de l'environnement et vont laisser apparaître des facettes qui sont possibles au niveau de la croissance et celles qui ne sont pas possibles parce qu'il y a un copain à côté qui l'empêche, eh bien, il ne la développe pas. Mais il respecte sa structure interne. Il ne change pas de structure. Il met des côtés communs, des faces communes, des arêtes communes, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les cristaux. C'est très beau. Alors les cristaux, les défauts qu'il y a dans les cristaux, ce qui est merveilleux, ce sont des stratégies de survie du cristal en fonction de son environnement pour réduire les contraintes qui sont emmagasinées lors de la croissance, pour maintenir la cohérence du cristal dans un état stable, parce qu'ils sont stables les cristaux, et minimiser l'énergie impliquant tout le potentiel du cristal. Donc ça, c'est une propriété fondamentale que la beauté résulte du maintien de la cohérence et de l'énergie interne. S'il n'y a plus de cohérence et d'énergie interne, ça fait une structure qui n'est plus belle. Donc un défaut de structure dans un matériau, dans un cristal, est le signe d'une histoire de contrainte et relaxation dans un environnement donné. S'il n'était pas contraint, il serait parfait. Sauf que la perfection, ça n'existe pas. Et heureusement, la perfection, dans le vivant, la perfection, c'est la mort. Puisque on ne peut pas être plus que parfait. Il n'y a que le verbe qui peut être plus que parfait. Et entre la conjugaison du verbe qui est plus que parfait, mais ça n'existe pas le parfait. Et les gens qui sont dans les trucs de perfection, et c'est la mort. Parce qu'en fin de compte, ce ne sera jamais parfait. Et si on cherche la perfection, et si on se frustre parce que ce n'est pas parfait, eh bien, on est mal barré. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, quand on regarde le vivant, ça n'a plus du tout les mêmes géométries et les formes. Il y a des milliers de formes du vivant. Il y a une infinité, alors que dans les minéraux, il y a 232 structures possibles, alors qu'il y en a une infinité dans le vivant. Tout à la base, c'est hélicoïdal, hélicoïdal ou en spirale. Voyez. Et en fin de compte, et l'ADN que nous avons c'est hélicoïdal. Là. Et les croissances sont souvent en spirale. Et ces croissances en spirale, elles contiennent l'information du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est le nombre de l'harmonie de la vie.
Et ce nombre de l'harmonie de la vie se retrouve partout, dans tout le vivant. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Là, il y a le nautile où on retrouve aussi la suite de Fibonacci qui est en lien avec le nombre d'or. Et là, c'est des cristallisations sensibles qui montrent qu'en fin de compte, une croissance fractale et d'une particule ou d'une structure. Donc, on peut avoir différentes structures. Voilà, soit fractale, soit hélicoïdale, soit forme de spirale. Mais une hélicoïdale, il y a plusieurs structures hélicoïdales et spirale, il y en a plusieurs. Mais elles répondent toutes aux côtés du nombre d'or. Donc, le nombre qui est le nombre de l'harmonie. Alors, les lois du vivant, si on en arrive aux lois du vivant, eh bien, dans tout ce qui est vivant, le but caché du vivant, et moi j'appelle ça la conscience du vivant, à toutes les échelles, du niveau moléculaire au niveau cellulaire, puis à l'être humain. Il y a des lois fondamentales, c'est vivre en se nourrissant. C'est-à-dire que n'importe quelle espèce, à partir du moment où elle est vivante, elle va chercher à se nourrir pour continuer à vivre. Donc, l'élément directeur, c'est la vie. Donc, et pour maintenir la vie, il va y avoir des processus de réparation moléculaire. Et ça, c'est fondamental. Il est prévu des processus de réparation pour que la vie continue et se maintienne. Ça, c'est intéressant parce que ces processus de réparation, à l'échelle humaine, c'est des processus d'auto-guérison, d'accord, que nous avons à l'intérieur de chacune de nos cellules et que, comme ça marche de façon fractale et quantique, eh bien, on a tous en nous ce potentiel d'auto-guérison. Il suffit simplement de s'y connecter. L'une des lois du vivant, c'est se reproduire en créant la diversité. Alors, c'est fondamental. Et à cause de ça, l'ADN va jouer avec l'ADN, avec des fragments d'ADN, pour faire qu'on appelle des recombinaisons pendant la division cellulaire. Et ça s'appelle la recombinaison. Ça permet d'avoir, on ne peut pas avoir deux enfants identiques parce que ce n'est pas possible. Parce que pendant les divisions cellulaires, eh bien, au moment de la division cellulaire, on a les chromosomes. Et les chromosomes, il y a un alignement des allèles de la partie mère et la partie père. Et en fin de compte, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer les bouts d'ADN quand ils sont sous forme qu'on appelle de chromosomes. Ils vont jouer. Et imaginez qu'il y a une partie il y a deux allèles, il y a une partie qui ressemble d'un côté à l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va changer. C'est du jeu. C'est du jeu parce que ça ressemble, c'est homologue, ça ressemble. Et puis là, ça va changer. Si bien qu'on n'a jamais deux êtres, on a toujours deux êtres différents. Nous sommes tous uniques. Voilà, ça c'est important. Donc ne pas chercher à être mieux que l'autre ou moins que bien, on est unique. Donc ça enlève la compétition déjà. Hein, vous voyez, dans le vivant, on enlève la compétition, on est tous uniques. Donc les règles du vivant aussi, c'est s'adapter pour survivre à l'environnement, favorable ou menaçant. Et là, c'est fondamental. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Alors, vous voyez, un exemple, c'est les bactéries, quand elles sont sur un environnement qui est néfaste pour elles, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'arrêter, se regrouper ensemble et arrêter la croissance. Si par hasard, l'environnement devient favorable, et ça peut arriver, eh bien, elles vont continuer à se reproduire. Donc, il y a une écoute de l'environnement constante qui permet de dire, tiens, il n'y a personne, on peut y aller. Ou alors non, on se cache, on ne peut pas rien faire. Et donc, la croissance n'est pas constante. Elle va dépendre si l'environnement le permet, est favorable. Ça, c'est quand même fabuleux, ça. Si on faisait nous-mêmes la même chose au niveau de notre société, que la croissance non-stop, ce n'est pas un équilibre, la croissance tout le temps. Bon. Et alors, il est prévu aussi d'être heureux. C'est-à-dire que dans le vivant, il y a un état prévu qui est l'homéostasie, qui permet qu'on appelle un état prévu via l'équilibre homéostatique. C'est-à-dire qu'il y a constamment des variations physico-chimiques à l'intérieur de nos cellules, dans notre corps. Et l'état homéostatique, c'est l'état dans lequel on rétablit à chaque fois l'équilibre. Donc il y a des déséquilibres constants parce que tout bouge tout le temps. Et ces déséquilibres constants, quand on n'est pas en dehors de déséquilibres trop importants, bien sûr, eh bien, ils sont ramenés. Moi, je l'appelle l'état heureux. La homéostasie, c'est l'état heureux, c'est-à-dire que c'est l'état dans lequel on peut parer à n'importe quoi, parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous.
Ça, c'est quand même important, vous voyez. Moi, j'ai toujours de cet état-là l'image du chat qui est tranquillement, cool, super cool. Il regarde un oiseau tranquille et à un moment donné, il va bondir. C'est-à-dire qu'il se réunit complètement avec tout son potentiel. Et nous, c'est ça, l'état homostatique. On a tout notre potentiel en même temps, à notre disposition. Alors, en dehors de ces états, effectivement, le vivant a mis en place des stratégies de survie, des mécanismes de réparation, de préservation de l'intégrité et des qualités de chaque espèce. Donc, la vie a tout prévu, parce qu'on vient quand même de 4 milliards d'années d'évolution de la Terre, hein, et de 13 milliards de l'évolution de l'univers. Et au fur et à mesure, il a été mis en place des mécanismes de réparation, de stratégies de survie, et nous sommes le résultat de tout ce qu'il y a eu avant. Notre ADN contient tout ce qu'il y a eu avant. Et ça, c'est important de savoir ça, et pas avoir peur d'un petit virus. Vous voyez, on contient tout ça. Donc, ces informations-là, on les a en nous, et en fin de compte, en fonction, on est le résultat de cette évolution. Et donc c'est pour ça qu'il faut croire en la vie, parce que la vie nous montre qu'on a tout en nous. Et vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans les mécanismes. C'est fabuleux. Tout est prévu pour qu'on reste en vie et en bonne santé. C'est tout. Donc la vie, ça a l'air de rien, mais c'est un miracle quand on voit tous les milliards de réactions qui existent et que malgré tout ça, tout fonctionne. Donc quand on est malade, c'est un point quelconque de notre évolution, en fait, parce que tout est prévu pour que ça aille bien. Donc, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a une singularité dans notre vie qui a arrêté le processus d'aller bien. Donc, si on est physicien, si on étudie les matériaux, on va se poser la question, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche plus? Et c'est ce qu'on se pose quand on étudie les matériaux. Un matériau, par exemple, supraconducteur, eh bien, on le fait d'une certaine façon, on a des propriétés fabuleuses, et puis on recommence, on change un poil seulement, et ça ne marche plus. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Et là, toute la démarche, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien, nous, si on applique ça à l'échelle de l'humain, c'est fabuleux, on peut l'appliquer et garder la bonne santé, puisqu'on s'aperçoit qu'à une singularité de mal-être à un moment donné, aller voir qu'est-ce qui s'est passé, et si on arrive à relier ce qui s'est passé à notre mal-être, notre corps entend, et alors donne, et le problème disparaît, plus ou moins vite en fonction des personnes. Bon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est quelle est la différence entre un cristal, une croissance de cristal, et une croissance cellulaire dans le vivant. Eh bien, quand on a des atomes que l'on met sur une boîte de pétri, et on envoie des atomes, enfin pas de boîte de pétri, sur un support, un substrat, on envoie des atomes, ils vont se mettre les uns à côté des autres, hein, les uns à côté des autres, et ils vont s'empiler. Hein, ils vont s'empiler. Et c'est comme ça qu'on fait les couches qu'on appelle de vos semi-conducteurs, supraconducteurs, que vous avez dans vos téléphones portables qui sont des vrais ordinateurs. C'est des nanomatériaux. C'est-à-dire qu'on a des couches nanométriques ici, nanométriques. Et on gère très bien. Et on quantifie tout ça. On sait faire. Et on peut mettre une couche, deux couches, trois couches, quatre couches. On fait ce qu'on veut. On maîtrise la croissance. La croissance cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous mettez des cellules dans une boîte de pétri, vous leur donnez à manger, elles vont se reproduire jusqu'au moment où la première cellule va atteindre le bord de la boîte et va envoyer un signal de chimiotactique en disant « Stop, il y a une limite ici ». Et tout le monde, en même temps, arrête la croissance cellulaire. C'est-à-dire qu'elles arrêtent parce que tout ce qui est dans le vivant, ce qu'il faut respecter, c'est d'abord les limites et aussi respecter que, comment on appelle, si par hasard les cellules n'entendaient pas et elles continueraient à faire des amas, ce seraient des cancers. Des amas cellulaires, ce sont des cancers. Normalement, une cellule, elle respecte les couches monocellulaires, les croissances. Et qu'au-delà de ça, eh ben, ça devient des croissances qui peuvent être de l'ordre tumoral. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication cellulaire, à partir du moment où une a atteint le bord, tout le monde est informé. C'est une information, et avec une information qui passe de façon quantique.
hein. Il y a une résonance quantique qui fait que tout le monde arrête en même temps. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, par exemple, dans votre corps, vous vous coupez à un moment donné, un doigt, tout votre corps est informé. Tout votre corps est informé. Parce que toutes les cellules et tous nos systèmes sont en interconnexion, comme les cellules dans cette boîte de Petri. D'accord? Ça, c'est vraiment important, ça. Donc, alors, c'est là que j'en reviens au fait que si on regarde le corps humain, eh bien, alors, on a des milliards de cellules, on a 100 000 milliards de cellules humaines qui peuplent notre corps. On a dans notre corps, on a des bactéries entre 10 fois plus de bactéries, 14 à 35. On a presque le double, plus que le double. On a énormément de bactéries et de virus. Et ce qu'on voit, c'est que... Pardon? Donc, on est peuplé de cellules humaines, on est peuplé majoritairement de bactéries et virus. Ça, c'est important de l'entendre. Et ensuite, notre cerveau possède 100 milliards de neurones connectés par des 100 trillions de milliards de synapses. Et dans notre ventre, on a entre 100 et 200 millions de neurones. Donc, tout notre corps, à travers tous ces systèmes cellulaires qui ont l'air d'être différents, hein, l'estomac, l'intestin, le cœur, ils sont tous différents. C'est-à-dire qu'ils ont tous des fonctions différentes. Mais chacune des cellules de ce corps a le même programme dans l'ADN, c'est-à-dire le programme de la vie de l'espèce. Elles ont le même livre qui est l'ADN. Et chacune d'elles va lire une partie du livre par rapport à la fonction qu'elle va avoir en fonction de la localisation dans le corps. Ça veut dire que toutes les cellules sont informées de leur fonction. Et il n'y a pas de petites ou de grandes fonctions. Il y a des fonctions. Et ça, c'est important parce que le cerveau, on le met au-dessus de tout le monde. Le cerveau, il a des cellules neuronales qui ont le potentiel de mémoriser énormément de choses et de faire des réseaux d'informations. Donc, c'est simplement sa fonction de regrouper toutes les informations. Donc, c'est fabuleux, hein. Mais ce qui est important, c'est que tous nos systèmes sont interconnectés de façon cohérente à toutes les échelles, depuis chacune de nos cellules, les tissus, et tout ça au service de la vie. Ça veut dire que tout est en lien avec la cohérence de la vie et du maintien de la vie de l'ensemble. Donc, c'est les sociétés cellulaires, c'est comme des sociétés humaines. Chacune a sa fonction, et si une n'a plus sa fonction, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des fonctions qui ne marchent plus, si le cœur s'arrête, on meurt. D'accord? Par contre, s'il y a des neurones qui ne fonctionnent pas, il y a des problèmes, eh ben, d'autres neurones vont prendre le relais. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir vivre avec des fonctions fondamentales et d'autres, on pourra peut-être s'en passer un petit peu. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de petites fonctions, il y a des fonctions. Ça, c'est intéressant par rapport au nous, au niveau de la vie. Si on regarde par rapport à nous dans la société humaine, il y a des métiers, des personnes différentes, tous les niveaux possibles, etc. Et il n'y a pas de petites personnes et des grandes personnes. Il n'y a pas de petites fonctions et des petites fonctions. L'éboueur, il est aussi important que le directeur d'entreprise. Si les éboueurs ne travaillent pas, on est dans la merde. Donc, il y a des fonctions dans la société où chacun a sa place. Et si chacun avait sa place et était reconnu au niveau d'eux-mêmes et de la société, et que la société les reconnaît à chaque fois, les deux aspects. Il y a l'individu dans la société et la société avec l'individu. Et ça, dans le corps, tout existe. C'est l'exemple d'écologie humaine, mais extraordinaire. Ça. Pour moi, ça a été mon modèle. Et ça m'a bouleversé, ça a transformé ma vie. Donc, voilà, on en arrive là. Je vois le temps qui passe, c'est bon. Voilà. Alors, regardez les cellules là. Eh bien, là, c'est un exemple. Je vais vous montrer un petit film après, vous allez voir. Chacune des cellules, elle a une structure, elle a des fonctions. Elle a une ou deux fonctions ou plusieurs fonctions, d'accord? Et la structure, elle peut changer et donner des fonctions différentes. Et tout ceci, chacune des cellules a une conscience cellulaire. Hein, comme je vous ai dit, tout est en relation. Donc, mais ce qui va se passer, c'est que chaque cellule va être à l'écoute de ses fonctions et de son environnement constamment pour pouvoir mener à la vie dans la cellule, dans sa communauté de cellules. Les cellules du foie et les cellules du rein, ce n'est pas les mêmes.
Donc, dans chacune des communautés de cellules, il y a un respect de chacune des cellules, mais elles ne peuvent pas vivre toutes seules, les cellules. Elles ne peuvent vivre qu'en communauté de cellules. Ça, c'est important parce qu'une cellule qui vit toute seule, par exemple, c'est une cellule, un cancer. Une cellule cancéreuse, c'est qu'elle se détache de la société et elle fait ce qu'elle veut. Nous sommes dans une société cancéreuse en ce moment, d'accord? Voilà. Donc, je vais vous montrer ces détails. Mais ça, c'est important. Donc, une cellule qui se retrouve normalement dans une communauté différente, elle va plus entendre les signaux de vie de sa communauté et elle va partir en mort cellulaire parce que la vie n'est pas possible sans communication cellulaire avec son environnement. Ça, c'est vraiment le fondamental. Si on ne peut plus communiquer avec soi et son environnement, eh bien, on meurt. Ce n'est pas compliqué. Donc, d'où l'importance, la difficulté de ce qu'on a vécu récemment. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer. Alors, on va voir un film sur la vie de la cellule. Et je vous laisse regarder le film. Alors, je retourne à... Alors, j'ai 2 secondes. Non. Je reviens à cette diapositive là maintenant. Et ce que vous avez vu, c'est une dynamique de tous les systèmes, les sous-systèmes de la cellule. Vous avez vu ici, là, tout ce qui bougeait comme des assiettes, c'est l'appareil Golgi. C'est l'appareil qui permet de maturer les protéines. Ici, vous avez le noyau.
Ici, vous avez des microtubules. Alors, vous avez vu, il y a des grosses vésicules qui arrivent, qui passent sur des mitochondries. Et en fin de compte, ces microtubules, c'est comme des, comment on appelle, des autoroutes. Alors, je vais peut-être repasser le film pour vous l'expliquer après. Je repasserai. Donc, ça, c'est des microtubules. Attendez, je cherche ma petite, voilà. Donc ici, ce sont les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les machines à fabriquer de l'énergie de nos cellules, d'accord? Ici, c'est le réticulum endoplasmique, c'est la structure qui permet de fabriquer des protéines. Là, vous avez qu'on appelle le centrosome. C'est là où c'est une structure très structurée de piézoélectrique. C'est elle qui donne l'ordre de la division cellulaire. Ici, il y a des microfilaments qui fait que toutes les cellules sont reliées entre elles. Elles ne sont pas toutes seules comme ça dans l'espace. Elles sont reliées par des filaments, donc les informations ne passent pas comme ça à travers les cellules. Donc, ici, ce sont ça, on n'a pas vu. On a vu des ribosomes. On a vu des ribosomes. Je vous les montrerai après. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'ADN et l'ARN. Bon, alors je vais vous le repasser rapidement, sans son, pour que vous puissiez voir. J'enlève le son, parce que sinon, vous n'entendez pas. Et je le repasse le film, parce que c'est quand même intéressant de voir. Voilà. Alors, on repasse. Et je le commente. Voilà. Alors ici, on a des lymphocytes, des globules rouges et des globules blancs. C'est les lymphocytes. Et ce qu'on voit là, c'est différentes cellules. Alors là, ça va vite. Alors, voilà les filaments entre cellules dont je vous ai parlé. Hein, les voilà, les filaments entre cellules. Là, ce sont des radolipidiques sous la membrane. Sous la membrane. Et là, c'est des macromolécules sous le radiolipidique. Ici, c'est le cytosquelette sous la membrane aussi. Ce cytosquelette permet d'avoir la forme. Regardez, il y a des géométries particulières qui donnent la forme à la cellule qu'elle se maintient. Et ici, ce sont qu'on appelle les échelles faites par qu'on appelle les microfilaments et les filaments. Et ça, c'est comme un cytosquelette. Vous voyez? Et en fait, ça se fabrique. Et ce que vous voyez, c'est que à chaque fois, les molécules individuelles forment ces filaments. Alors là, c'est qu'on appelle un. Oh, j'ai oublié. Alors voilà ici qu'on appelle le microtubule qui se forme et un signal électromagnétique, il se décompose. Là, vous avez ici une vésicule. Là, c'est un moteur moléculaire que vous voyez. Ça, ici, un moteur moléculaire. Et là, ce que vous voyez ici, c'est les adresses où doit aller cette vésicule. Ici, vous avez le noyau et vous avez les centrosomes ici et tous les microtubules. Là, il y a l'ARN qui sort des pores nucléaires et l'ARN, il va être lu par les ribosomes. Vous voyez, l'ARN, ça c'est les ribosomes. Il va être lu et il va sortir une partie qui va passer là c'est un ribosome aussi. Là, c'est une molécule ribosomique qui va à la mitochondrie. Et là, on est qu'on appelle sur le réticulum endoplasmique qui fabrique les protéines, le démarrage de la fabrication des protéines. Et vous voyez ce moteur moléculaire que vous voyez ici, c'est une seule molécule. C'est une seule molécule. Et là, c'est le système de Golgi, hein, comme des assiettes. Toutes les vésicules à l'intérieur, ce sont des molécules qui sont maturées. Et elles vont pouvoir sortir vers le domaine extracellulaire pour aller faire la fonction dans l'organe. Et sous la membrane, ce que vous voyez, des molécules ici, elles ont une forme repliée. Elles ne sont pas fonctionnelles. Et à l'arrivée d'un signal extérieur qui arrive, elles vont changer de forme et se connecter et faire passer un message. Là, ce sont les lymphocytes qui passent les vaisseaux sanguins. Et regardez comment le passage des vaisseaux sanguins, c'est comme un cristal liquide. Ça va très, très vite pour passer, quand il y a une inflammation, eh bien, les lymphocytes vont vite à travers les vaisseaux sanguins, là où il y a l'inflammation. Donc, c'est une animation qui a été faite par les Américains et ça a été assez génial parce qu'elle est faite à partir des données de biologie moléculaire et de biologie cellulaire et de génétique. Voilà.
Bon, alors, je voulais revenir à ça, moi. Non, pas ça, ouais. Donc, dans les cellules, là, vous avez vu qu'il y a une constante dynamique. Je vous ai parlé de la communication qui est fondamentale, de la cellule avec elle-même et l'environnement, et je vais montrer une diapo. Des systèmes de réparation pour maintenir l'intégrité de l'ADN, la mort cellulaire programmée pour maintenir la vie. La mort cellulaire programmée, et c'est pour maintenir la vie. Hein, on ne se rend pas compte, mais nous sommes pleins de cellules et nous avons des millions de cellules qui meurent à chaque instant et nous avons des millions de cellules qui naissent. Et c'est une régulation entre la vie et la mort qui fait qu'on ne change pas de forme et qu'on continue à être là. Il y a des mécanismes de défense du système immunitaire, donc, qui est en lien avec la préservation de notre humanité. C'est à l'intérieur de notre système. Et notre système immunitaire, il est développé grâce aux bactéries, à notre système dans nos intestins. C'est là qu'a lieu tout ça. Vous vous rendez compte de l'importance des bactéries que l'on a en soi, de notre système bactérien, virus et tout ça, pour fabriquer, faire différentes fonctions dont on a besoin dans le corps. On est en fin de compte en symbiose avec ces systèmes. Et quand la vie va bien, cette symbiose, elle est impeccable. Et quand il y a des déséquilibres importants, eh ben, la symbiose se transforme en pathologie. Donc il y a des mécanismes de régulation constants, cellulaires, tissulaires et dans l'organisme en entier. Ça, c'est fondamental. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la cellule, elle a deux cerveaux. Elle a le premier cerveau, c'est le noyau de la cellule qui contient toute l'information du programme génétique de notre espèce. Et le deuxième cerveau, c'est la membrane cellulaire. Sans cette membrane cellulaire, on ne pourrait rien faire. Excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. Donc, il y a toujours on a deux cerveaux à l'intérieur d'une cellule et c'est la communication entre ces cerveaux-là qui permet que la vie continue. Et là, on en arrive à la. Donc, les lois du vivant montrent qu'il y a une interdépendance des systèmes entre tous les règnes. Que la communication cellulaire, elle est au cœur de tous les systèmes cellulaires et que la mort cellulaire est au service de la vie. Alors maintenant, je vais vous montrer la communication cellulaire. Eh bien, la communication cellulaire, à chaque instant, la cellule vit l'instant présent en conscience. C'est-à-dire qu'elle est consciente de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, de ce qui se passe dans son environnement, et que quand elle reçoit un signal de l'extérieur, tout stimuli va arriver, passer la membrane externe, être transmise dans le cytoplasme, puis passer à l'intérieur du noyau, va donner l'information au noyau, donc à l'ADN, qui va être informé de ce qui se passe. Le noyau va donner son aval, il va dire OK, j'ai entendu l'information, la demande, et il va transmettre à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y aura une cascade de réponses externes et internes dans la cellule. Ça veut dire, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce qu'on peut le faire? OK, on le fait. Et ça entraîne tout un cheminement de cascade de réactions physiologiques après. Donc, c'est parce que la cellule est en constante interaction avec son environnement extérieur et intérieur qu'elle peut vivre l'instant présent en conscience. Ça, c'est une chose importante. Et maintenant, donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se parlent tout le temps, les cellules, d'accord? Ça se parle tout le temps. Mais si par hasard, elle ne veut plus recevoir les informations ou elle ne les donne plus, eh bien, il va y avoir une rupture de communication. Ça va conduire à la mort de la cellule. C'est-à-dire qu'elle n'est pas viable puisqu'elle n'est pas capable de transmettre ou de recevoir une information. La vie, c'est la transmission, c'est la communication. Si on ne peut pas, eh bien, la cellule part en mort cellulaire. Dans le meilleur des cas, elle part en mort cellulaire et dans le pire des cas, elle est transformée en cancer, en cellule cancéreuse. C'est-à-dire qu'elle va se différencier, dédifférencier des autres et puis voilà, et pour devenir une cellule cancéreuse et faire plus tard son truc ou pas, son amas, voilà. Donc, c'est important, c'est que la vie donc va dépendre des signaux reçus à l'intérieur et reçus de la communauté de cellules. Donc, on va avoir des signaux de vie ou signaux de mort. La cellule ne vit que l'instant. Et elle n'a pas un mental comme nous. Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux mourir? On s'en fout là. Soit c'est viable
et que je respecte l'intégrité du programme de vie et je continue la vie, soit c'est pas viable, soit je peux passer dans des états pas possibles qu'on appelle ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si elle est très en danger, qu'elle va mourir, elle va mettre en système un système SOS, que ça s'appelle, c'est catastrophique. Donc, elle va mettre en place des choses à l'intérieur, ça passe ou ça casse, soit c'est la vie, soit c'est la mort. Mais ce n'est pas en bien ou en mal. C'est soit ça respecte la vivant et les règles de vie et d'intégrité de l'espèce, soit ça part en mort cellulaire. Donc ça, c'est fondamental, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que, vous voyez, la mort, elle est là pour réguler la vie. Et quand on voit une cellule qui va se diviser, par exemple, on a des signaux de contrôle de la vie. Mais les signaux de contrôle de la vie, ça passe par la division, la différenciation et la mort cellulaire. Et vous savez comment notre système immunitaire il est éduqué? Eh bien, nos cellules dans le thymus, elles font tout un chemin et en fin de compte, elles sont testées constamment avant d'être considérées comme système immunitaire. Lymphocytes viables, ce qui va être viable et compétent, on appelle de compétence. Eh bien, tant qu'un lymphocyte est capable de reconnaître le soi du non-soi, tant qu'il n'est pas capable de reconnaître le soi du non-soi, il va partir en mort cellulaire. Et à partir du moment où il va pouvoir différencier le soi du non-soi, eh bien, il va continuer la vie et devenir compétent et être utilisé pour sauver et respecter l'immunité. Donc, l'éducation à l'intérieur de nous est faite via la mort cellulaire. Donc, c'est une régulation. Et l'intégrité du patrimoine génétique, elle est contrôlée à plusieurs étapes de la division. Alors, vous voyez, ici, il y a une cellule en attente et elle va passer par différentes étapes, 1, 2, 3, 4. Et il y a des stops, stop, vérification. Et pendant la division cellulaire, avec les stop images de vérification de l'intégrité du système de l'ADN, eh bien, s'il n'y a pas intégrité, ça part en mort cellulaire. Donc, vous vous rendez compte que tous les mécanismes qui respectent la vie permettent que nous, on garde la bonne santé et on est maintenu. Donc, dans ces systèmes de régulation, c'est constant, on n'a pas à réfléchir. On a 99% de temps où toute la vie s'occupe de nous sans qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Et que des fois, pour les 1% qui restent, ça demande énormément de travail. Alors, ce que vous avez vu dans le film, c'est qu'il y a une dynamique constante de la vie dans la cellule, construction, transport, effondrement. Et là, c'est fondamental. Pour pouvoir faire du nouveau, il faut savoir déconstruire. La cellule, voyez ici, là, il y a le microtubule, là. Il y a toutes les protéines, les tubulines, là, toutes les protéines individuelles vont le former à un moment donné parce qu'elles reçoivent un signal de fabrication. Et à un moment donné, quand la vésicule est passée et qu'on n'en a plus besoin du microtubule, il y a un signal de dépolymérisation. Donc, la construction et la déconstruction sont régulées par la nécessité de construire du nouveau. Donc, c'est constamment le chaos, ça a l'air d'être un chaos, mais c'est comme une orchestration de chaos où chacun va avoir une place et une fonction et que les fonctions vont changer tout le temps. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, je veux dire. Donc, c'est le chaos hors désordre qui règne à l'intérieur d'une cellule qui va permettre à la cellule de s'adapter à chaque instant pour maintenir la vie. N'ayons pas peur du chaos. Au regard de ce qui se passe dans nos cellules, n'ayons pas peur du chaos. Elles vivent ça tout le temps, nos cellules. Donc ça, c'est très positif pour nous. Très, très positif pour nous. Et alors, une deuxième chose importante, si on doit, à un autre niveau, à une autre échelle, la dynamique, c'est qu'on a du noyau de la membrane nucléaire à la membrane externe, on a une communication constante. On peut faire le parallèle de notre premier cerveau de la cellule avec le deuxième cerveau de la cellule, mais on a le même parallèle avec notre cerveau du haut et notre cerveau du bas. Nos intestins, c'est notre deuxième cerveau, c'est notre cerveau émotionnel. Quand il n'y a pas de communication avec notre cerveau émotionnel et notre mental, notre cerveau de là-haut qui dirige tout, avec un mental qui est formaté, eh bien c'est la mort, c'est-à-dire ça va être des conflits intérieurs, soit inconscients et souvent inconscients, soit conscients.
En tous les cas, ça donne des gros problèmes émotionnels, ça donne des déséquilibres pas possibles et des pathologies de tout ce que vous voulez. Donc, s'il y a une communication entre nos deux cerveaux, des intestins émotionnels et notre mental, eh bien, tout se passe bien s'il y a une communication. Donc, ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'au service de la vie globale de la cellule et dans l'organisme tout entier, il y a une succession de vie, mort, vie. Et si on appliquait ça à notre niveau, vie, mort, vie, pour pouvoir donner une vie nouvelle, il faut qu'il y ait une mort avant. On ne peut faire du nouveau que sur quelque chose qui a disparu ensuite. Donc, à chaque fois, vie, mort, vie, les molécules dans les cellules, elles ne se posent pas la question qu'elles meurent, elles se transforment parce qu'il faut continuer à vivre. Et nous, on est là aussi pour nous transformer constamment pour continuer à vivre et à nous adapter. Et aujourd'hui, plus que jamais. Alors l'homme maintenant, l'individu, vous voyez, l'être humain là, eh bien, on a notre état homéostatique qui nous permet de nous préserver de notre intégrité et des fonctions biologiques. Et il y a une régulation. Il y a même une régulation de nos émotions qui va jusqu'au niveau de notre système immunitaire, c'est-à-dire de notre humanité, c'est-à-dire de notre identité. Vous vous rendez compte que tout ce qui se passe est en lien avec notre humanité et notre identité, qui on est. Si bien que ce qui peut nous arriver, c'est des fois parce qu'on a oublié qui on est. Ça, c'est important, des petites choses. Donc, comme toutes les espèces, on va être créé pour vivre avec toutes nos potentialités. Et le problème va être là, puisque l'éducation va nous foutre en l'air un certain nombre de potentialités pour nous en faire développer d'autres, bien sûr. Hein. On va se reproduire, on va se nourrir. Mais se nourrir, c'est quoi? C'est pas que manger. C'est pas que bien manger de la nourriture, du bio, tout ce que vous voulez. C'est se nourrir. Mais c'est se nourrir au niveau émotionnel, mental, spirituel. C'est à tous les niveaux qu'on doit se nourrir. Sinon, on a encore faim. Et moi, j'ai eu des expériences où j'avais faim, je sortais de table pendant plusieurs mois à une époque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai compris que ce que je vivais, et je ne me nourrissais pas de la nourriture dont j'avais besoin, c'est-à-dire spirituelle et mentale, d'une ouverture à d'autres champs, eh bien, le jour où j'ai pris conscience de ça, ça a disparu. C'est-à-dire que on peut manger pour qu'on appelle contenir plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on mange? Donc, c'est intéressant. Il y a les dérégulations de manger, ça, c'est l'anorexie ou l'obésité. C'est qu'est-ce qu'on mange et comment on mange et qui est-ce qui mange. C'est plein de choses. Donc, c'est une régulation. Ça, c'est en lien avec notre identité. Est-ce qu'on est dans notre axe identitaire? Et aussi une autre chose, il nous est demandé de faire des erreurs pour assurer notre évolution, comme au niveau de la cellule. L'ADN, il fait des erreurs, il répare des erreurs, et puis il y en a d'autres qui ne réparent pas. Et ça fait partie, et on est quand même là. Donc nous, si on prend nos erreurs comme quelque chose de paralysant, ça s'appelle la mort. Si on prend nos erreurs comme des expériences qui nous montrent que ce n'est pas ça qu'il faut faire et qu'il faut continuer et changer et s'adapter, alors la vie est maintenue. Donc, se bloquer sur des erreurs, c'est se mettre dans un système de mort et pas dans un système de vie. Et donc, vivre heureux, c'est accueillir le présent et permettre que notre état homéostatique soit toujours régulé en étant présent à soi, à l'environnement et en dehors des conflits internes et externes, évidemment. Donc, c'est tout un travail, ça, en même temps. Donc, l'humain, il est au cœur de tout ça, avec toutes ses propriétés et fonctions, ses perceptions sensorielles, et que toutes ces perceptions sensorielles, elles peuvent être touchées à cause de l'émotionnel. Des enfants qui ont eu des problèmes à un moment donné, et qu'on leur a demandé de se taire, par exemple, de se taire, eh bien, ils vont se taire. Ils vont se taire, ils vont développer d'autres choses. Ou alors, ce qu'ils entendent est insupportable, ben, ils vont perdre l'ouïe. Il y a plein de choses comme ça. Ou alors, lorsque on vous donne à manger, etc., et qu'on peut vous foutre en l'air votre goût de la vie à travers le goût de ce qu'on peut manger. Donc, toutes nos perceptions sensorielles sont aux aguets constamment pour vivre et être heureux. Et que quand on se coupe de ça, alors une façon de se couper de ça, c'est d'être dans le mental et la peur. Voilà. Donc ça, c'est triste. Hein. Donc on est en plein dedans. Donc il ne faut pas se couper de tout ça. Enfin, ça, c'est facile à dire, mais c'est un travail, c'est une conscience. Vous allez voir que le mot-clé, c'est la conscience.
Et donc, la structure chimique de votre corps, avec la réaction chimique liée au métabolisme et aux émotions, eh bien, quand vous avez des émotions, ça descend jusque votre chimie dans vos cellules. Mais les émotions, c'est d'abord des informations. C'est d'abord des informations, d'accord? Et ensuite, notre cerveau, il va intégrer, entraîner des réactions biochimiques et des réactions physiologiques parce que le cerveau a retenu plein d'informations et que le cerveau, il a tellement de mémoire de tout, il se rappelle que ce qu'il connaît et qu'il nous remet dans la même chose. Donc se couper du mental et de notre fonctionnement du cerveau en automatique est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire. Donc le but du vivant, c'est de maintenir la santé du corps-esprit, c'est-à-dire corps, esprit dans notre libre arbitre et notre identité. C'est ça en fait. Donc c'est possible, c'est possible. Donc, en dehors de tout ça, quand c'est pas possible, eh ben on rentre dans un chaos. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un chaos. Alors, le chaos que nous avons vécu fait résonance à notre chaos intérieur. Alors, souvent, nos chaos sont inconscients. Et en fin de compte, on les vit souvent comme c'est la faute de ça, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du boulot, c'est la faute du mari, de la femme, tout ce que vous voulez. Mais c'est jamais notre faute. Le chaos vous dit une chose, c'est que lorsqu'il arrive à votre conscience, c'est merveilleux, c'est un vrai cadeau, c'est qu'il vous dit que les repères sur lesquels vous vous êtes basé, ils sont finis. Il faut changer de repères. C'est-à-dire que toute votre éducation, tout ce que vous avez formaté pendant votre éducation, à l'âge adulte, il faut les mettre à la poubelle. Eh oui, à la poubelle. Parce que qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis le résultat de ce qu'on a fait de moi. OK, mais on prend le bon. On prend le bon et on fait ce qu'on a à faire pour soi. C'est pour ça la notion de qui suis-je et est-ce dans notre humanité singulière est important. Donc, les repères qu'on nous a mis, que la société a mis, ce n'est fait que pour nous asservir. Et qu'à un moment donné, eh ben, dans cet asservissement, on peut se paralyser complètement. Et on peut devenir malade, on peut devenir inexistant, on peut devenir tout ce que vous voulez, toutes les pathologies que vous voulez, on peut les mettre dedans. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut changer de repère. Et il faut se reconnecter non plus au personnage que la société a construit, vous avez construit. Elle a fait à tout le monde ça. Et qu'il faut sortir, mais qui est-ce qu'il y a derrière le personnage que je suis? Est-ce que moi je suis chercheur, c'est bien, je suis chercheur, mais qui suis-je derrière le chercheur? Quelle est la personne, quelle est l'âme qu'il y a? Qu'est-ce que je porte en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser sur Terre? Quelle est ma fonction individuelle, comme les cellules, comme les systèmes cellulaires dans le corps? Quelle est ma fonction cellulaire humaine individuelle que je vais avoir dans l'humanité, sur Terre, où on est tous une parcelle de quelque chose, mais on est tous en connexion. Et en fin de compte, ces nouveaux repères, c'est les nouveaux repères de qui on est et est-ce qu'on veut honorer notre être ou pas? Et si on veut honorer notre être, on est obligé de changer les repères. Et ça, c'est vrai que c'est un travail, parce qu'on a été toujours habitué à fonctionner comme ça et qu'on fonctionne en automatique. Et c'est le problème. Hein. Le mental, c'est du fonctionnement automatique. C'est le petit vélo qui tourne et en dehors de ce vélo, bonjour, d'accord? Eh bien non, il faut couper le mental. Il faut couper le mental et passer à la conscience, à la pleine conscience. C'est ce que les cellules font constamment, la pleine conscience. Elles ne sont que dans le temps présent, à écouter, à vivre ce qu'elles ont à vivre, à écouter l'environnement et réagir en fonction de l'environnement. Et elles font exactement ce qu'il faut pour continuer à vivre. Et nous, si on bloque, eh ben, ça bloque le corps, ça bloque l'énergie, on peut devenir paralysé, on peut devenir plein de choses, tout ce que vous voulez. Et en fait, si on libère ces énergies qui sont stagnées par la résistance de changement de nouveaux repères, parce qu'il y a une résistance de changement, c'est quand même quelque chose de changer les repères. Eh oui, papa et maman, ils m'ont appris ça, à l'école, on m'a appris ça. Poubelle, poubelle, qu'est-ce que j'ai besoin moi aujourd'hui? Et voilà. Et si on se met à l'intérieur de soi et dans notre identité, alors il y a libération d'énergie, libération du corps. Et on n'a plus de problème, on est simplement avec un esprit libéré au temps présent. Et on rayonne à partir de notre centre. Et il y a une chose, c'est que l'univers a commencé par un chaos. Et c'est par le chaos que l'homme renaîtra et que sa conscience s'éveillera. C'est par là. Donc la conscience de soi, hein, la conscience de soi, de qui on est. Et effectivement, ça oblige
à sortir des sentiers battus, de prendre l'autoroute et de ne jamais quitter l'autoroute. Voilà, ça c'est clair, hein. Bon, mais bien sûr, on peut changer, hein, heureusement, heureusement. On a tous été sur l'autoroute, mais à un moment donné, on a envie de prendre les petits chemins. Et tant mieux de prendre les petits chemins, parce que c'est eux qui vont nous permettre de faire vraiment vivre notre vie. Et de découvrir, parce qu'il faut oser se perdre pour pouvoir se trouver, hein. On ne sait pas qui on est. On ne fait que découvrir et devenir qui on est. Et il faut accepter ça. Et accepter qu'on est constamment en déséquilibre, en transformation. Et si on accepte qu'on est en transformation constante, eh bien, on ne résiste pas. On accueille cette transformation. Et c'est là le modèle de la cellule comme un modèle de vie, de l'écologie cellulaire, l'écologie humaine. C'est accepter la succession de vie, mort, vie pour évoluer. Si on refuse de changement, et un changement, ça entraîne une petite mort. Mais quand on a 10 ans, on a 10 ans, on a 20 ans, eh bien, l'adolescent, il est loin. Il n'est pas loin, mais il est loin. Quand on a 50 ans, ben, il est bien loin tout ça. Et on est bien vivant. Et on est présent à autre chose. Et toutes les étapes de notre vie nous donnent accès à une partie différente de nous. Et on se découvre de plus en plus. C'est pour ça que quand on vieillit, on s'enrichit de plus en plus intérieurement parce qu'on a découvert toutes les facettes de notre être. On n'a pas que le personnage que tout le monde connaît. Parce que le jour où on change de personnage, c'est pas qu'on change de personnage, c'est qu'on écoute à l'intérieur de soi. Eh bien, dans l'environnement, il va dire, mais tu as changé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais on ne te reconnaît plus. Eh bien oui, on ne te reconnaît plus. Eh bien, soyez heureux quand on vous dit on ne te reconnaît plus. C'est que vous changez, hein, évidemment. Et que les gens qui ne changent pas, ben tant pis pour eux. Donc, la structuration, le chaos, les changements de repères, la reconstruction en fonction de l'environnement, intérieur et extérieur, c'est fondamental. Donc, tout ce qui nous arrive émotionnellement, affectif, social, tout ce qui arrive en ce moment, ça nous bouscule complètement. Et vous savez que dans le torrent, dans les grands rapides de rivière, quand on descend une rivière, eh bien, on est en canoë, hein, ou en rafting, mais on est à l'intérieur du canoë ou du rafting, à l'intérieur. Et dans les rapides, il passe. Il peut y avoir des embûches par-ci, par-là. On passe, c'est-à-dire qu'on est centré au centre de notre être, dans notre centre de gravité. Et à un moment donné, ces rapides vont passer au calme, parce qu'on n'a jamais des rapides tout le temps. Et nous, on est dans un rapide en ce moment. Je sais pas, voilà. Donc, on a un moment à passer. Ça va se calmer, tout ça. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que la mort, elle sculpte le vivant. Et le jour où on doit mourir, au-delà de tout ce qu'on peut voir ou avoir peur, il est défini de toute façon. Le jour où vous arrivez, le jour de votre mort, il est défini. On ne le sait pas, mais soyons vivants jusqu'au jour de notre mort. Et ne soyons pas des morts vivants. Aujourd'hui, on a des morts vivants. Donc voilà. Donc ça, c'est une des leçons. Deuxième leçon, c'est communication entre nos deux cerveaux. C'est-à-dire communication avec nous intérieurement. C'est-à-dire accueillir les émotions qui arrivent comme des signaux de vie, comme les cellules reçoivent des signaux de vie ou de mort, mais des signaux de vie, puisque les émotions parlent de votre intériorité, parlent de qu'est-ce qui se passe et qui vous fait réagir, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui est à regarder. Une émotion importante, c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle vous raconte. Donc, il ne faut pas avoir peur des émotions, hein. Les cellules, il faut développer ce dialogue avec vous à l'intérieur, comme les cellules. Et plus vous allez vous poser des questions, et moins vous serez malade. Et oui, parce que le jour où on ne se pose plus des questions, on est mort de toute façon. C'est important. Se poser des questions, c'est être vivant. Et ensuite, s'arrêter pour observer, sentir et se réajuster. Si on est constamment dans le mental, comme c'est le cas 99 fois sur 100, on est dans le mental, on est en pilotage automatique. Dans ces conditions-là, on ne sent pas. Toutes nos perceptions sensorielles, elles ne servent à rien, elles sont bloquées. Elles sont bloquées. On ne sent plus, on ne voit plus, on peut ne plus entendre, il peut se passer des choses pas possibles. Parce qu'en fin de compte, on est dans notre mental. Et notre mental nous dirige vers nos peurs. Ah ben oui, nos peurs. Et les peurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles figent. Et être figé, c'est la mort. Alors le corps, il va réagir. Il va prendre en charge d'une certaine façon pour que vous continuez à vivre. Et puis, il va se passer des choses pour relaxer. Parce que quand on a des tensions et des émotions et des contraintes internes, on ne peut pas rester dans un état constamment. Eh bien, le corps, il va relaxer comme il peut.
Et la relaxation, c'est l'apparition de pathologies. Bah oui, c'est une façon, alors de mal au dos, d'éruption volcanique au niveau de votre peau, tout ce que vous voulez, tous les machins, enfin, hein, c'est plein, il y en a plein. Donc, être présent à chaque instant à soi, c'est réellement le cadeau, c'est comme les cellules, c'est la pleine conscience. Ça vous fait chanter le mental. Parce que quand vous êtes présent au temps présent, rien d'autre existe que ce que vous vivez. Et là, c'est comme si les cellules le font, elles s'arrêtent à chaque fois pour voir si tout est OK. Elles observent. Tout est OK, on peut continuer. Parce que quand elles s'arrêtent pour observer, elles sentent. Elles se réajustent ou elles partent en mort cellulaire, les cellules. Hein, c'est pas compliqué. Soit elles se réajustent pour continuer, c'est bon, soit c'est la mort cellulaire. Bon, nous, on n'en est pas là. Nous, c'est notre petite mort. Les petites morts de notre ego. Les petites morts de toute notre vie superficielle et qui répond à la société, mais qui ne répond pas à l'être. Parce que quand votre être, il est bien, tout va bien dans votre vie. Ce n'est pas compliqué, c'est à vivre, c'est à expérimenter. Donc, la présence à soi, à chaque instant. Donc, observez déjà ça, c'est utiliser l'écologie cellulaire au service de l'écologie humaine. Et là, on va arriver vers la fin, et là, je vais passer à, eh bien, vers où on va maintenant? Vers un changement de paradigme pour une société humaine basée sur les lois du vivant. Moi, c'est ce que je propose. Je suis en train d'écrire un livre sur les leçons de nos cellules pour construire une société humaine basée sur les lois du vivant. Voilà, quelque chose comme ça. Le paradigme, je ne sais pas comment je l'appellerai, mais peu importe. Je suis en train d'écrire ça. C'est-à-dire sortir de tout ce qu'on est en train de, ce que je vous raconte, là, sortir de ça et pour aller vers qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Parce que nous sommes acteurs de notre vie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Dans le cas contraire, ce qui arrive souvent, on est victime. Donc, quand on est victime, il y a le bourreau et il y a le sauveur. Aujourd'hui, le sauveur, c'est Macron, là. D'un côté, il nous victimise et après, le sauveur, les craintes, etc. Donc, on est complètement dans la punition. On est dans des systèmes, mais pas possible. Et là, quand vous regardez ça et vous regardez comment ça fonctionne, mais vous rigolez, quoi. Ça suffit, quoi. Qu'il aille jouer dehors. Qu'il aille jouer dehors. Comme on... Ouais, vous voyez, pour moi, il ne me touche pas du tout, cet homme. Hein. Il est vide dans sa tête, pour moi. Il n'y a pas d'âme. Bon, peu importe. Disons que pour un changement de paradigme, il va falloir une profonde mutation de nos pensées et de nos valeurs. Effectivement, nos pensées, fondamentalement, on ne peut pas avoir les mêmes pensées, les systèmes de pensée. Et nos valeurs, est-ce que ça va être les valeurs matérialistes que l'on va nourrir, comme on a nourri jusqu'à présent, qu'on nous a fait nourrir jusqu'à présent, et qu'on a marché et auquel on s'est asservi. Et une fois qu'on est asservi, on devient esclave à notre asservissement. On ne va pas quitter cet avertissement qui nous a mis dans confort matériel. Et si on perdait tout, qu'est-ce qui se passerait? Eh oui. Eh bien, on resterait quand même vivant. Qu'est-ce qui est important? Moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, le départ à la guerre en Algérie avec mes parents. On est parti d'Algérie avec une valise. Et mon père avait 60 ans à l'époque, et ma mère 40, elle avait 45, et mon père 55. Et ils ont tout laissé. Et ils sont partis avec une valise en France. Bon. Eh bien, moi, ce que j'ai compris de cela, c'est que ce qui est important, c'est notre programme dans notre être qu'on a envie de mettre en œuvre et ce qu'on ne peut pas faire là où on est, avec le matériel qu'on a installé, eh bien, on va faire autre chose. Et en faisant autre chose, on s'enrichit de l'autre chose. Et à chaque fois qu'on va changer, on va s'enrichir d'autres choses. Moi, j'ai fait 4 mutations dans mon travail au CNRS, thématiques, géographiques, etc. À chaque fois, on me disait, mais t'es folle. Ben oui, je suis folle. Mais le changement nous enrichit. Parce que grâce au changement, on se découvre autrement, dans d'autres espaces. Moi, quand je suis passée en biologie, j'ai découvert le vivant en moi. J'ai compris le vivant en moi. Avant, je n'avais pas compris. J'avais compris des choses, mais pas le vivant en moi. C'est quand je suis rentrée dans l'information des cellules, et là, j'ai compris la résonance du microscopique au macroscopique. Donc, cette société nouvelle vers laquelle on a besoin d'aller et qui est donnée dans le documentaire Le jeu de l'esprit, pour certains, vous l'avez vu, d'autres, là, vous irez le voir, eh bien, elle parle de la dynamique et des interrelations étroites entre la vision, les relations et les actions. Hein.
Donc, et la composante ternaire de la vie, recevoir, intégrer, transformer, redonner. Ben, c'est ce que se passe au niveau des cellules, des molécules, de tout ce qui se passe dans notre corps. Il y a constamment ça. Parce que s'il n'y a pas cette dynamique de la transformation, recevoir, intégrer, transformer, redonner, il n'y a pas de vie. Ça s'appelle la communication cellulaire, là. À tous les niveaux. S'il n'y a pas de communication, il ne peut pas y avoir la vie qui se passe. Si ce n'est pas dynamique et interrelié, la vie ne peut pas passer. Donc la vie, c'est tout ça, la dynamique, l'interrelation, l'interdépendance et la composante de recevoir, d'intégrer, transformer et redonner. Et entre parenthèses, au niveau de l'humain, c'est mourir à des petites choses pour vivre à d'autres choses, naître à d'autres choses. Donc c'est quand même intéressant ça. Et alors, attendez, je cherche ma petite souris là qui se balade, je sais pas, voilà. Donc la vision, alors on est jusqu'à présent dans une vision cartésienne de la physique classique qui a imposé la vision à tous les niveaux de la philosophie, de l'approche scientifique, de tout. Ah, il y a des bons côtés de la vision matérialiste, c'est-à-dire la physique cartésienne et classique. Elle permet de quantifier des choses, de prévoir dans les matériaux, d'accord? Mais on ne peut pas prévoir dans le vivant. Et les lois du vivant répondent à la physique quantique. Et la physique quantique répond à la vision holistique, puisque dans la dualité onde-particule de la physique quantique, une particule, elle est onde et particule. Elle est les deux en même temps. En fonction de l'intention qu'on va avoir, donc de notre conscience et de l'outil qu'on va utiliser, on va voir la particule et en fonction de notre, on veut changer, voir autre chose, eh bien on va voir autre chose. Mais on ne voit pas les deux en même temps. Mais c'est notre esprit et notre conscience qui va diriger le résultat de l'information. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que la vision que l'on peut avoir sur les choses, c'est celle qu'on veut voir. Donc on est responsable de la vie que l'on a, puisque la réalité que l'on vit, c'est dur ce que je dis, hein, pour certains. La réalité de ce qu'on vit, c'est ce que la réalité qu'on a choisi de regarder. C'est le référentiel. Et si c'est ce référentiel, on ne voit pas autre chose. Mais on peut changer. Et c'est là le côté fabuleux de la physique quantique, c'est que dans l'instant présent, le passé, le présent et l'avenir sont tous présents dans le présent. Alors là, c'est le cadeau, là. Il y a tout en un. Les trois en un. Ça veut dire que si on est présent en conscience et qu'on a des intentions profondes pour notre vie, pour nos projets, il suffit simplement d'être en conscience dans cette intention, de faire confiance à la vie et par rétrocausalité, le futur qui est présent dans le présent va s'organiser pour vous apporter dans le futur exactement ce que vous avez demandé. C'est-à-dire que le futur, il est déjà réalisé dans votre intention. C'est quand même quelque chose. Et c'est une intention qui fait que ça va changer votre vie. Ce n'est pas avoir un frigidaire, hein. Ce n'est pas ça. Hein. C'est une intention qui vous fait changer votre vie. Donc, c'est l'intention de votre être. Ce n'est pas de votre ego. Donc, c'est bien différencié. Hein. Ça, ce n'est pas pareil. Donc, quand c'est une intention de votre être en lien avec votre verticalité, votre humanité, eh bien, il suffit d'avoir l'intention profonde de désirer de quelque chose se fasse dans une direction, parce que c'est ça que j'ai envie de réaliser concrètement, eh bien, la vie l'apporte. Et là, il faut la lâcher, puisque la vie, on est tous interconnectés, l'univers est généreux, l'univers nous entend, et il nous apporte de façon incroyable ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en étant dans le présent, eh bien, on construit notre avenir. Mais si on est dans le présent et que notre référentiel, c'est le passé, donc la peur des choses qu'on ne veut pas reproduire ou les choses qu'on veut reproduire, notre futur sera coloré par ça. Donc si on a des expériences négatives, eh bien, on ne peut construire que des expériences négatives dans l'avenir. Donc, il faut changer de référentiel. La façon de le changer, le référentiel, c'est d'être dans le présent. Donc, il n'y a qu'une chose qui existe, qui est importante aujourd'hui, c'est le présent. Ce soir, le plus important, c'est que vous soyez là, présent à tout ça. Et moi, je suis avec vous, complètement avec vous. Et toujours présent au présent. Et c'est un grand cadeau. Alors, pourquoi c'est un grand cadeau? Parce que dans le présent, il n'y a pas de peur. La peur, c'est parce que le passé et l'avenir.
Les gens qui ont peur, c'est des gens qui se projettent dans l'avenir avec la peur du passé. Et là, c'est la mort, puisqu'ils vont reproduire exactement ce dont ils ont peur. Donc, dans le présent, il n'y a plus de peur. Il n'y a que la vie, la communication, l'interaction et l'adaptation à chaque instant. Et donc, ça, c'est merveilleux. Donc, dans ce changement, il y a l'approche systémique, une vision globale. Ben, la vision globale, l'exemple même, c'est le corps humain. Toutes ces cellules, tous ces systèmes cellulaires, c'est incroyable. Ils travaillent tous à l'unisson pour le grand chef de notre être, notre esprit, notre esprit incarné. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un plus important que l'autre. Ils ont tous leur place. Donc, c'est l'approche systémique de l'ensemble. Et c'est l'ensemble, grâce à l'ensemble, à ce système ensemble, que ça peut marcher. Donc, c'est une vision globale. Et pas aller voir le médecin qui est spécialiste du cœur, celui des reins, celui des pieds, celui de la tête, celui des machins. Et on est divisé en morceaux. On est morcelé par la science. C'est bien pour comprendre, mais à un moment donné, stop, il faut tout réunir. Il faut réunir toutes les informations. Et les thérapeutes, heureusement que les thérapeutes le font, les médecins ne le font pas. Les médecins, ce sont des techniciens, des bons techniciens du cœur, du machin, etc. C'est terrible à dire, mais voilà, la vision globale, ils ne l'ont pas. Parce qu'en un quart d'heure ou 20 minutes de visite, on ne peut pas avoir une vision globale. Et que la vision globale, c'est faut tenir compte de la personne, de ce qui lui arrive, etc. Donc, c'est la vision holistique. Et si on prend en compte cette vision holistique, si on la respecte, eh bien, on a plein d'informations pour soi. Plein d'informations pour soi. Et c'est ça la nouvelle vision, c'est de voir ce qui se passe dans notre vie et comment ce qui se passe change notre vie. Et que si on veut changer quelque chose dans notre vie, il faut apporter du changement. On ne peut pas changer si vous ne faites rien pour changer, ne vous attendez pas à des changements. Si vous faites toujours la même chose, vous ne pouvez rien changer. Mais il faut accepter. Donc, il faut porter des changements. Voilà. Donc, là, ça va être la dernière, je crois, après. Donc, le mot-clé du nouveau paradigme, la conscience. La conscience. Sur le modèle de la conscience cellulaire. Parce que la conscience cellulaire, elle travaille à 99% sans vous demander votre avis. Donc, il y a une part de notre libre arbitre qui va agir. Et lui, s'il est en automatique, ça va mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire quand même. Le peu qu'on a à diriger, c'est pas top, hein. Voilà. Donc, pourquoi la conscience cellulaire est un modèle pour moi? C'est que le sens dans la conscience cellulaire, il y a le sens de l'écoute du présent, la perception de l'environnement constante, la communication avec soi, avec l'environnement, la mémoire de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on a reçu et donc ce qu'on peut sentir, les mécanismes de réparation et d'adaptation qui sont en place, ou que l'on met en place, et le respect des équilibres vivants. Ça, c'est fondamental dans les lois pour maintenir la vie. Et le respect c'est important, des équilibres vivants, le respect des équilibres vivants, qui inclut la coopération des systèmes, l'entraide, le partage, le respect de l'intégrité de chacune des composantes à tous les niveaux pour maintenir le vivant de chacune des communautés de cellules, d'hommes, de structures végétales, animales ou terrestres dans l'univers. Donc, ça veut dire qu'on est tous connectés. Et c'est important que chacune des sociétés, des systèmes, soit respectée dans leur intégrité, puisqu'on nous communique. Si on accepte qu'un système soit en perdition, eh bien, c'est que nous, on va devenir en perdition nous-mêmes. Je me rappelle de ce que disait Jacqueline Bousquet. Elle disait, il y a 20 ans, quand je l'ai connue, enfin, il y a quelques années, et elle disait qu'on fait des expérimentations sur les animaux. On le paiera, parce que les animaux, on ne fait pas attention, on s'en fout. On leur fait toutes les expérimentations. Elle a dit, un jour, les hommes le paieront. Et aujourd'hui, nous sommes l'expérimentation. Aujourd'hui, de ce qui se passe avec les soi-disant vaccins, nous sommes l'expérimentation animale à l'échelle planétaire. C'est une sacrée leçon, je peux vous dire. C'est impressionnant. Donc, restons vivants. Et le mot de la fin, c'est qu'à chaque instant, tous nos sens sont là pour nous préserver.
Et c'est la préservation de l'être qui va changer, qui va engendrer sa survie. Depuis le niveau moléculaire de la cellule, de l'organisme et de l'espèce, en assurant son évolution. Vous voyez la part de chacune. Et l'émotion consciente est le superbe indicateur coloré pour nous guider dans la vie. Nos émotions, elles sont associées à notre système immunitaire et nous permettent de nous guider dans la vie, pour nous montrer là où on en est, de qui nous sommes, ou aussi loin de qui nous ne sommes pas. Elles nous permettent de nous orienter et nous adapter à chaque expérience nouvelle, pour devenir qui on est. On ne sait pas qui on est, on le devient. Et à ce moment-là, on accède à la réalisation de notre humanité dans notre singularité. Et, et là-dedans, il n'y a pas de compétition. Chaque individu a sa part d'humanité et sa part à apporter dans l'humanité, sur Terre, dans la société, dans la famille, dans la société, et sur Terre et dans l'univers. Nous sommes tous reliés. Les bactéries que nous avons en nous, elles sont reliées à la source primaire, primordiale. Les informations qu'elles reçoivent, elles sont en lien avec ça. C'est pour ça qu'elles sont très actives, très rapidement, s'il y a des déséquilibres. Voilà. La conférence est terminée. Je vais répondre aux questions. Et après, si vous voulez, je vous fais faire une petite méditation pour ceux qui veulent, celles qui veulent. Pour vous libérer quand même de mental de tout ce que je vous ai raconté quand même. J'en ai raconté pas mal. Maintenant, je vous remercie et puis j'attends de partager les questions.